Alors comment? Parce que ça, c'est une question évidemment très intéressante. Comment se présente cet appareil et par quel principe, quelle réaction de l'organisme va-t-on aboutir à une, comment dirais-je, à une régulation glandulaire durable? Alors d'abord, ce n'est pas tout à fait 1930 que Darsonval a inventé ce système, c'est en 1893. 1893. C'est au moment de Tesla. Il a repris un procédé de Tesla pour faire ce fameux générateur de champs électromagnétiques. Ah non, j'ai dit s'appuyant sur les travaux de Darsonval, qui eux Ah oui, c'est ça, d'accord. Avant, vous avez raison. l'ami, c'est le docteur Jean Gauthier, effectivement. En 1930. Alors, cette machine, en réalité, Gauthier l'ayant essayé sur lui-même, il a pu montrer comment elle opérait. Il l'a vu d'abord de façon empirique, de façon clinique, sur lui-même, et ensuite, il a pu théoriser un petit peu sur cette action glandulaire qu'opérait cette machine. Il disait que le fait de procéder à ces séances qui durent environ 3/4 d'heure, une fois ou 2 fois par semaine, opérait cette fameuse puberté artificielle. Alors, qu'est-ce que la puberté sur le plan physiologique? En tout cas, je me réfère au docteur Jean Gauthier, je pense qu'officiellement, c'est à peu près ça qu'on dit, encore que je ne sais pas exactement ce que disent les officiels sur les mécanismes exacts de la puberté. Il disait que c'est évidemment l'hypophyse qui donne le signal, puisque c'est la glande horloge de l'organisme. Elle déclenche alors la stimulation de la thyroïde. Les deux ensemble stimulent les deux surrénales et les trois ensemble, tout ça marche ensemble. Stimulent la glande génitale interstitielle. Et voilà ce que opère cette machine en faisant évidemment des séances, pas que 10 ou 12 ou 15, un peu plus tout de même, quelques temps, quelques semaines, quelques mois éventuellement, selon les possibilités. Et on parvient ainsi à un équilibrage général avec une mémorisation surtout de ce qui est acquis, car sinon on n'aurait que des effets trop éphémères. Il y a donc une nécessité d'enregistrer tout ça, et voilà ce qu'opère cette fameuse machine, l'équilibre et l'harmonie glandulaire. Alors, là, on se pose des questions, parce que on nous met en garde, et j'ai reçu ici même un médecin qui avait beaucoup travaillé sur les effets néfastes, nocifs des ondes électromagnétiques, et on continue d'ailleurs à nous dire attention, n'abusez pas du téléphone portable, attention aux micro-ondes, attention aux antennes relais, attention à ceci, attention à cela. Donc on nous met en garde contre le danger des ondes électromagnétiques, et en quoi cet appareil qui en émet, si j'ai bien compris, n'est-il pas dangereux? Alors, la réponse c'est tout à fait, oui, bien sûr. C'est une question excellente, mais on me la pose très souvent. Je suis habitué à répondre. Alors, c'est simple. Premièrement, je vais parler physiquement. Alors, d'abord, c'est l'onde, n'est-ce pas? C'est la fréquence qui est dangereuse. Ce qui est dangereux, ce sont les hyperfréquences, ce sont les ondes de très haute fréquence. Par exemple, je prends le portable. La fourchette ondulatoire de fréquence de portable, c'est entre 800 mégas et 1800 mégas. 1,8 giga d'oscillation par seconde. C'est énorme. Le micro-ondes, c'est dans ces eaux-là, même plus, c'est plus d'1 giga par seconde de vibration. C'est extrêmement dangereux. Les ondes radar, c'est du même ordre, même plus fréquent encore. Le danger, c'est surtout la fréquence, c'est le fait que ces ondes hyper fréquentes vont casser des chromosomes, vont pénétrer la cellule d'une manière extrêmement pointue. C'est là que est le danger, en fait. Les ondes dont je parle sont des ondes beaucoup plus courtes, beaucoup plus longues, pardon. Il y a un rapport entre la fréquence et la longueur d'onde. Ce sont des ondes longues, ce sont des ondes autour de 3 à 10 MHz, pas plus. C'est beaucoup plus long comme longueur d'onde, c'est des ondes de 100 mètres, 150 mètres selon la fréquence, et elles n'ont aucun danger. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça ? Outre que je viens de dire que le danger est surtout attaché à la fréquence, là, il y a une expérimentation qui a 100 ans au moins. Nous savons que ces fréquences-là ont été allouées aux appareils de Darsonvalisation pendant des décennies entières, dès les années 1900. On sait que des centaines et des milliers de patients sont passés à travers ces machines, car elles étaient utilisées avant la guerre pour la médecine. Dr Jean Gauthier a fait simplement une petite translation de finalité. Il n'a pas utilisé pour la médecine, mais pour l'équilibre glandulaire. C'est un peu différent. Mais on était extrêmement habitué à ces fréquences et à ces traitements. Ils n'ont jamais donné aucun problème. Il n'y a aucun danger. Je le pratique moi-même depuis 25 ans. Je n'ai jamais eu aucun problème, ni clinique, ni personnel. Ces fréquences-là, ces ondes électromagnétiques autour de 5 MHz, pénètrent le corps sans aucun danger.
et même avec des intensités assez fortes, sans qu'il y ait aucun danger, c'est le mot. Il n'y a vraiment pas de problème avec ces fréquences. Je crois, chère Gisèle, que tu as testé, non? Plus ou moins cet appareil. Je peux témoigner, effectivement, que j'ai testé cet appareil. J'ai déjà fait une douzaine de séances. Donc, on appelle la diathermie. La diathermie. On appelait cela la diathermie avant la guerre. Oui. Je préfère dire le terme de darsonvalisation, car on a appliqué après la diathermie à des ondes courtes, ce qui n'est pas du tout l'appareil que j'ai. D'accord. Et alors, quel effet, quel bienfait, plus exactement pour moi, pour moi, au bout de 5-6 séances, j'avais retrouvé un sommeil plus régulier. Je me lève aussi, depuis que je pratique ces séances, avec l'esprit clair, alors que j'avais un peu de mal à émerger, comme on dit. Hein. Il me fallait quelques temps et quelques cafés pour arriver à être tout à fait clair. Et j'ai aussi quelque chose qui va intéresser les auditeurs et peut-être plus particulièrement les auditrices. C'est que je suis ainsi faite qu'il fallait toujours que je me surveille pour garder ma ligne. Parce que, vraisemblablement, mauvaise assimilation, je ne sais pas. Or, depuis quelques séances, ma foi, je ne fais plus attention à rien. Et je ne prends plus un gramme. Je vois que ça intéresse beaucoup le marquis. Et vous aussi, mais ça intéresse tout le monde, chère Gisèle. Voilà, donc ça, je parle de ma propre expérience et je compte bien sûr continuer et j'espère que les bienfaits ne s'arrêteront pas là. Voilà. Alors, précisément, on parle des perturbations que connaissent, hélas, beaucoup d'humains. Hein. L'éventail des perturbations causées par les dysfonctionnements glandulaires est large, de l'insomnie à l'hypertension, en passant par la nervosité ou au contraire l'apathie. Certains de ces dysfonctionnements peuvent avoir des conséquences très fortes, des effets même très dommageables sur la vie des hommes. Retard intellectuel grave, causé par une hypothyroïdie congénitale, maladie, gigantisme ou nanisme, c'est les dysfonctions de l'hypophyse. Alors, y a-t-il avec la darsonvalisation, j'ai remplacé le mot diathermie, un espoir de guérison ou tout au moins d'amélioration notable? Arrivera-t-on à guérir et même à prévenir des maladies telles les différentes démences, par exemple? Alors d'abord, oui, c'est la grosse question. Alors, ce que je tiens à préciser tout de même, c'est que je ne suis pas vraiment, et j'y tiens, dans la médecine. Je n'ai pas d'approche médicale. Je ne soigne personne. Les gens qui viennent me voir ne sont pas là pour être soignés ni guéris. Alors, je joue un peu sur les mots. Bien sûr, guéri, on a tous envie d'être guéri de quelque chose. Mais en réalité, je tiens à dire que il s'agit d'une méthode d'équilibrage, d'équilibration, on peut dire, de glandulaire. C'est une équilibration glandulaire et partant une équilibration de la personne entière, puisque tout passe par les glandes, selon ces fameux travaux du Dr Jean Gauthier. On est ce que sont nos glandes et la psyché même, nos facultés même, notre volonté, notre concentration, nos émotions, nos aptitudes intellectuelles, la concentration, l'esprit de synthèse ou d'analyse, le raisonnement, tout cela, Gauthier l'a montré, je l'ai repris dans mes ouvrages, est vraiment dépendant d'une manière extrêmement étroite de nos glandes endocrines, notamment l'hypophyse pour le raisonnement, la thyroïde pour l'imagination, la génitale pour l'esprit de synthèse, etc. Et en cela, nous nous opposons, je m'oppose particulièrement, évidemment, aux neurosciences. Les neurosciences, alors là, c'est un petit procès qu'on peut faire, mais soyons gentils, c'est pas tout à fait le problème ici, on n'a pas le temps, mais évidemment, les neurosciences sont un peu une contre-endocrinopsychologie, car j'ai appelé cette discipline l'endocrinopsychologie, et les neurosciences essayent de tout montrer par le cerveau. Et voilà le problème, c'est que jusqu'à présent, on ne sait toujours pas ce qu'est une maladie mentale et qu'on cherche toujours, et je pense qu'on va chercher encore longtemps. Simplement, je vais faire paraître évidemment un ouvrage bientôt, très important, qui reprend les travaux essentiels dans ce domaine du Dr Jean Gauthier, qui va s'intituler, allez, je le donne en première, L'origine glandulaire de la folie. Et ce livre va montrer, modestement cependant, et puis sans aucune sorte d'orgueil particulier, mais en vérité va montrer tout ce que, à mon avis, n'est-ce pas, les psychiatres auraient dû dire depuis 50 ans, 60 ans, 80 ans. Et vous achetez un ouvrage de psychiatrie, ce que j'ai fait, il y en a 800 pages, eh bien, il n'y a pas d'explication. Il n'y a rien, il n'y a que des descriptions. Voilà. Alors là, cher Jean Duchazot,
pensez-vous obtenir aussi des résultats, je ne dis pas des guérisons, disons des améliorations des étapes des maladies dégénératives? Parce que en ce moment, ce qui domine, ce sont les maladies dites dégénératives du cerveau, comme ce qu'on appelle, enfin, les différentes formes de la maladie d'Alzheimer, comme la maladie de Parkinson, etc., etc. Parce que, et là, j'ouvre une parenthèse, parce que je m'aperçois effectivement, et je suis bien placé puisque mon épouse est malade, pour vous dire que les neurologues finissent par ne plus comprendre grand-chose à ces problèmes. J'ai vu récemment, non, il y a 3 mois, sur Arte, une excellente émission qui s'intitulait L'énigme Alzheimer. Et au cours de cette émission, ont été interviewés des neurologues allemands, américains essentiellement, pas de neurologues français. Et un neurologue américain de première grandeur, si j'ose dire, a raconté cette histoire absolument étonnante, disant voilà, dans je ne sais plus quel État des États-Unis, il y a un couvent de religieuses dont toutes les bonnes sœurs ont donné leur cerveau à la science pour être disséquées après la mort, pour essayer de comprendre ce qui va, ce qui ne va pas dans le cerveau humain. Et ce neurologue disait, et dans ce couvent, il y avait une religieuse particulièrement performante pour son âge, elle avait un peu plus de 85 ans, qui avait une mémoire d'éléphant, qui était une championne de l'informatique, qui était d'une vivacité intellectuelle peu commune, enfin aucun symptôme d'une maladie dégénérative. Cette brave religieuse meurt d'un infarctus. On lui prend son cerveau, on l'examine au microscope et on trouve toutes les séquelles de la maladie d'Alzheimer. Les plaques amyloïdes, les protéines tau, etc., etc., dans les lobes du cerveau. Et ce neurologue américain, un grand professeur de je ne sais quelle université, a dit écoutez, là, on n'y comprend plus rien. Eh bien, écoutez, merci de ce témoignage. Écoutez, voilà l'interprétation que je peux avoir moi-même. Alors, d'abord, répondre à votre question, est-ce qu'on peut avoir une action positive sur les maladies dégénératives? Écoutez, je dis oui, mais simplement, je vais être prudent. J'attends d'avoir moi-même en clientèle, ce qui n'est pas le cas, des maladies d'Alzheimer. Je voudrais en faire l'expérience. Je n'ai pas fait l'expérience, je ne peux pas me prononcer, mais évidemment, j'ai ma petite idée derrière la tête. Autre chose, vous dites qu'il y a tous les éléments, les séquelles de la maladie d'Alzheimer chez quelqu'un qui n'a présenté aucun symptôme. Voilà. C'est pas moi qui le dis, oui, hein, oui. C'est ce neurologue américain. Et ça, c'est un point de méthodologie qui m'intéresse particulièrement. Parce que je m'intéresse aussi à ça, bien entendu. En tant que je m'occupe d'une discipline nouvelle qui s'appelle l'endocrinopsychologie, je m'interroge aussi sur le pourquoi nous n'avons pas réussi à comprendre comment ça marche tout ça, n'est-ce pas ?